Bonjour à tous, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les sénateurs et députés, Mesdames et Messieurs les maires et représentants des collectivités locales. Je dois vous dire tout d'abord que je suis vraiment, moi aussi, comme l'a dit Marie-Stéphane, très émue d'être ici aujourd'hui pour maintes raisons. Et je voudrais me répéter et vous accueillir ici à l'Institut Pasteur, en profiter pour remercier celui-ci pour l'accueil qu'il nous réserve aujourd'hui. Je voudrais vous remercier d'avoir accepté de participer à ces rencontres de l'alimentation durable qui sont une grande première pour nous et que la Fondation organise aujourd'hui. Votre présence témoigne de la force d'un courant de fond puissant qui entraîne la société dans une transition agricole et alimentaire salutaire, nécessaire et je dirais urgente. Je n'aurais jamais imaginé, il y a 6 ans, lors de la création de la Fondation Carasso, être entouré d'autant de créativité, d'énergie, de compétences, et tous réunis ici autour d'un même engagement. Cette fondation, donc, quelques mots sur la fondation. Cette fondation porte le nom de mes parents, Daniel et Nina Carasso, à qui mon mari, mes enfants et moi, ont souhaité rendre hommage il y a maintenant 6 ans. Elle est franco-espagnole, à l'image de l'histoire familiale, et nous sommes sous l'égide de la Fondation de France. Merci. La personnalité de mes parents et les sujets qui les ont passionnés leur vie durant nous ont guidés dans le choix de nos 2 domaines d'action, l'art citoyen d'une part, l'alimentation durable d'autre part. L'art citoyen. Nous devons la sensibilité artistique à ma mère, qui était avide de culture et amoureuse des arts. Elle aimait par-dessus tout les femmes et les hommes qui étaient derrière les œuvres. Et je pense que c'est par ce biais qu'elle a ouvert ce monde à mon père, lui qui était rationnel, homme pressé, car il se retrouvait dans ce goût de l'humain, de la créativité, du sensible. Ils m'ont convaincu très tôt que l'art apporte une dimension supplémentaire à l'existence, dimension à laquelle tout être humain a droit. L'alimentation. L'alimentation a été toujours un sujet au cœur de la vie familiale. Mon père en a fait sa vie professionnelle. Il l'a exercée avec passion. Ceci l'a conduit à fonder Danone en France, puis ensuite aux États-Unis, prenant la suite de son propre père qui avait créé Danone en Espagne. Mon père aimait la science, il aimait la recherche. Rien ne le rendait plus heureux que d'être dans un laboratoire. Mais il rêvait aussi. Il rêvait vraiment de nourrir la planète, toute la planète, sainement. Par-dessus tout, il aimait l'action, il aimait la jeunesse et il avait confiance en l'avenir. Curiosité, bienveillance, ouverture, goût du dialogue, amour de la jeunesse, confiance en l'avenir, voilà qui unissait mes 2 parents. C'était des valeurs qu'ils ont partagées leur vie durant et ce sont des valeurs qui nous ont transmises. J'espère leur être fidèle en transmettant cet état d'esprit à la Fondation et ainsi contribuer modestement à construire un monde meilleur, en agissant toujours avec énergie et exigence à l'image de la façon dont ils ont conduit leur vie. Il y a 6 ans, je n'avais conscience que d'une partie des problèmes auxquels est confrontée l'humanité en matière d'alimentation. Je constatais, comme beaucoup d'autres, des signes avant-coureurs de problèmes globaux, mais diffus, épars, désordonnés. C'est au contact de femmes et d'hommes engagés, informés, que j'ai commencé à y voir plus clair. Au contact de la Fondation de France, de nos comités d'experts, de nos partenaires, de vous tous, l'image s'est petit à petit dessinée. L'image d'un système alimentaire qui nourrit mal, qui dépasse les limites de la planète, qui nourrit mal plus de la moitié de l'humanité, qui génère de l'injustice sociale au point de plonger plusieurs centaines de millions d'individus, de travailleurs, d'agriculteurs dans la misère. Le chemin vers une alimentation durable est long. L'horizon paraît parfois inatteignable. Mais alors, je regarde devant moi
et je vois une société et des acteurs engagés, dynamiques. Je vois des solutions essaimées, une inventivité sans cesse renouvelée. En France, en à peine 6 ans, la Fondation a soutenu 130 projets travaillant vers cette transition vers une alimentation durable. Ce n'est évidemment qu'une partie d'un mouvement global. Mais dès maintenant, des chercheurs et des agriculteurs s'associent pour diffuser des techniques agroécologiques. Des collectivités mettent en place des politiques alimentaires ambitieuses, humanistes. Des entreprises réduisent leurs déchets, forment des personnes éloignées de l'emploi. Des associations accompagnent les consommateurs, entraînant de nouveaux acteurs dans son sillage. Nous avançons, mais nous n'avançons pas assez vite. Ces dernières années, nous avons rencontré beaucoup d'entre vous pour comprendre vos contraintes et vous aider au mieux. Votre message est clair. Des solutions locales sont disponibles, mais le mouvement vers une alimentation durable reste trop dispersé. Il nous manque des espaces de rencontre pour partager entre acteurs, de manière à créer des synergies entre les pouvoirs publics, les entreprises, la société civile et la recherche, faire dialoguer les disciplines, coordonner les actions, changer d'échelle. Les premières rencontres de l'alimentation durable inaugurent un nouvel objectif que la Fondation s'est fixé: bâtir ces passerelles et créer ces espaces de rencontre pour que des acteurs engagés œuvrent ensemble, de concert, pour accélérer la transition vers une alimentation durable. J'espère que ces rencontres participeront au rapprochement que nous appelons. J'espère qu'elles faciliteront la reconnaissance d'une communauté de valeurs au-delà des oppositions de façade. J'espère qu'elles permettront l'articulation des leviers dont chacun d'entre nous disposons. Je vous remercie pour l'énergie que vous mettez quotidiennement à bâtir un monde meilleur et pour l'espoir que vous inspirez. Un merci tout particulier à toute l'équipe de la Fondation, car c'est grâce à son dynamisme et à ses compétences qu'elle a rendu cette journée possible. Merci pour votre attention. Bienvenue à tous, je suis Jean-François Chambon, je suis médecin, je suis directeur de la communication et du mécénat de l'Institut Pasteur et je suis vraiment ravi de vous accueillir tous au nom du directeur général de l'Institut Pasteur, le professeur Christian Bréchot, qui malheureusement ne pouvait pas être là ce matin. Ravi, et je voudrais particulièrement remercier la Fondation Daniel et Nina Carasso pour avoir choisi l'Institut Pasteur pour accueillir ce colloque. C'est un très grand plaisir pour nous, ça a été un très grand plaisir de répondre favorablement à la demande de la Fondation et c'est un très grand plaisir de vous accueillir pour 2 raisons que je voudrais rapidement évoquer dans cette introduction. La première, c'est qu'il existe de très longues dates et encore aujourd'hui des liens étroits et importants, non seulement avec la Fondation Carasso, mais avec la famille Carasso. Et ça, quasiment depuis la création de l'Institut Pasteur. Donc la première partie de cette histoire, effectivement, remonte au tout début du XXe siècle, peu de temps après la création de l'Institut Pasteur en 1888. Elle a pour origine Elie Metchnikov, un grand savant d'origine russe, ukrainienne, pour être plus précis, qui a été prix Nobel de médecine en 1908 pour ses travaux sur la phagocytose, et il est considéré comme le père de l'immunologie cellulaire et un des pères, du coup, de la vaccination. On vient de fêter son centenaire, il est mort en 1916. Après avoir fait ses travaux sur l'immunité, il s'est intéressé en fait à une question très fondamentale qui est la question de la longévité et du vieillissement. Et c'est en travaillant sur cette question de la longévité et du vieillissement qu'il s'est intéressé à la population bulgare, qui au début du siècle était réputée pour sa longévité, avec une prévalence des centenaires plus importante que dans beaucoup d'autres pays européens. Et il a émis à ce moment-là l'hypothèse que le régime alimentaire de ces populations bulgares, à base de lait fermenté, était à l'origine de cette longévité particulière. En parallèle des travaux, des découvertes de la microbiologie, ces réflexions ont conduit à l'identification des lactobacilles, à l'identification des probiotiques et à la formulation d'hypothèses
faites par Metchnikov et qui sont très émouvantes à relire aujourd'hui, un siècle après, puisque un siècle après, on est en train, grâce à la microbiologie et grâce à la génétique, de découvrir à quel point ces hypothèses étaient bonnes. Il a formulé des hypothèses que les probiotiques avaient un rôle direct sur la flore intestinale, sur le microbiote, qu'il ne savait pas appeler le microbiote à l'époque, et une incidence sur la longévité. Et c'est ces travaux qui ont inspiré Isaac Carasso pour proposer en 1918 ou 19, quelque chose comme ça, 19, en pharmacie, en Espagne, les premiers yaourts. Je ne reviendrai pas sur l'histoire ensuite de Daniel et le développement de la marque Danone, mais vous voyez, et on sait que Daniel Carasso a suivi au moins un cours de bactériologie à l'Institut Pasteur, et donc dès le début de l'Institut Pasteur, il existe des liens étroits. La seconde partie de cette histoire, elle est beaucoup plus récente, puisque aujourd'hui, après une participation d'Alice Dautry, la précédente directrice générale de l'Institut Pasteur, au jury du prix de la Fondation a créé en 2014 un fonds de capitalisation au sein du fonds de l'Institut Pasteur et soutient aujourd'hui de façon très significative 2 programmes importants. L'un qui est un projet art et sciences qui s'appelle Organoïdes, dont je dirai quelques mots en conclusion. Et puis un autre très intéressant qui fait aussi aux travaux d'Elie Metchnikov, à la réflexion sur le microbiote et sur son rôle, qui est un programme sur les interactions, la recherche d'interactions entre les microbes et le cerveau. On sait aujourd'hui que des modifications du microbiote intestinal, qui a un dialogue permanent avec le cerveau, peut avoir des incidences et un rôle déterminant sur certaines maladies, en particulier neurologiques, mais pas uniquement. La seconde raison qui fait que nous sommes particulièrement heureux d'accueillir ce colloque, c'est en fait que vos travaux sur l'alimentation durable et plus généralement les enjeux autour de l'alimentation durable rejoignent et font écho à de nombreux travaux qui sont poursuivis à l'Institut Pasteur. Là aussi, je vais refaire un petit peu d'histoire, mais c'est important l'histoire, puis vous êtes dans une maison d'histoire, et l'histoire ici nourrit le présent et nourrit le futur. En premier lieu, je me dois de parler d'hygiène alimentaire. Louis Pasteur a créé l'Institut Pasteur en 1888. Il était en fait à la fin de sa carrière. Il a créé l'Institut Pasteur suite à la découverte du vaccin contre la rage, parce qu'il était absolument nécessaire d'organiser mieux que dans un petit laboratoire de l'École normale supérieure rue d'Ulm la vaccination contre la rage. Il a fait ça après avoir mené des travaux très importants sur la bière, le vin, le lait, découvert les mécanismes de fermentation et mis au point par des techniques d'inactivation et de stérilisation par la chaleur, ce qui est devenu la pasteurisation. Je pense que pour vous qui êtes des spécialistes de l'alimentation, vous en savez plus que moi sur la pasteurisation. Mais ce qu'on a oublié, c'est que c'est une véritable révolution, la pasteurisation, et que dans le domaine de l'hygiène alimentaire, entre autres domaines, il y a un avant et un après Pasteur. Ce faisant, Louis Pasteur a inventé la microbiologie. Et dans les années qui ont suivi, entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, il va y avoir une effervescence scientifique pour rechercher ces micro-organismes, comprendre les mécanismes à l'origine de nombreuses maladies et trouver des mesures pour les prévenir. Et c'est ce travail qui va déboucher sur la mise au point de l'hygiène en général, et en particulier de l'hygiène alimentaire, au point d'ailleurs de créer le ministère de l'hygiène publique. Et c'est ce travail qui va être à l'origine du formidable développement sanitaire qui va démarrer au début du XXe siècle et s'étendre jusqu'à aujourd'hui, et dont on a oublié l'importance finalement, puisque à force d'avoir éliminé un certain nombre de phénomènes pathologiques, notamment d'origine infectieuse, on en a complètement perdu la perception, et on le voit dans le débat public qui existe aujourd'hui autour de la vaccination. Je voudrais juste rappeler que la mortalité infantile en 1900 en France, au cours de la première année de vie, c'est 15%, c'est 15 enfants qui décèdent dans la première année de vie sur 100, et qu'en 2012, en France, la mortalité infantile, c'est 3 pour 1000. Donc en l'espace d'un siècle,
les progrès ont été considérables. Ils sont bien sûr dus au progrès médical, mais ils sont aussi dus à l'amélioration de l'alimentation et à l'amélioration de l'hygiène alimentaire. Les toxi-infections alimentaires et les infections alimentaires en général ne sont pas une maladie du passé. Ce sont des maladies du passé, mais ce sont aussi des maladies du présent. Et ça, c'est vrai non seulement dans les pays en développement, où les problèmes de diarrhée, de malnutrition, dont on ne sait pas d'ailleurs qui est à l'origine de quoi. Est-ce que c'est la malnutrition qui est à l'origine de la diarrhée par détérioration des muqueuses intestinales notamment, ou inversement? Ces problèmes-là restent des problèmes majeurs dans les pays en voie de développement et sont aussi toujours des problèmes importants, ou en tout cas des risques restent réels dans les pays développés. Et je ne rentrerai pas dans les détails, mais il faut se souvenir de l'épidémie de 2011 dans le nord de l'Europe, due à un germe Escherichia coli entéro-hémorragique qui a causé plus de 50 décès dans le nord de l'Europe et lié à l'importation de graines non contrôlées, probablement d'origine d'Égypte. On a aujourd'hui à l'Institut Pasteur 6 centres nationaux de référence qui continuent à travailler sur les toxi-infections alimentaires, les infections à Escherichia coli, les shigelloses, les salmonelloses, les listérioses, le botulisme et aussi la peste et le choléra, puisque la peste et le choléra existent encore dans le monde. Le second point et dernier point qui fait écho entre les travaux qui sont menés ici et vos travaux, c'est une notion sur laquelle on travaille beaucoup aujourd'hui, qui est une notion que je dirais en anglais, excusez-moi, parce que c'est dans cette langue-là qu'elle est le plus diffusée, qui est la notion de One Health. Alors, on ne sait pas bien le traduire, et je fais du travail en ce moment pour essayer de le traduire. C'est l'idée d'une seule santé, ou plus généralement, l'idée que santé humaine, santé animale, santé environnementale sont étroitement liées et intrinsèquement liées. Et il faut regarder l'exemple de la dernière épidémie, l'épidémie d'Ebola, pour voir que tout se tient. C'est parce qu'il y a eu des mouvements de population majeurs dans la corne ouest de l'Afrique, c'est parce qu'il y a eu des transmissions complètement inapparentes de germes Ebola du sud de l'Afrique vers la corne ouest de l'Afrique via les colonies de chauves-souris, et parce qu'il y a eu des nouveaux contacts avec déforestation et changement des pratiques dans cette zone d'Afrique de l'Ouest, qu'a émergé une épidémie qu'on n'attendait absolument pas et que personne n'avait prévu, en tout cas à cet endroit-là du continent africain. Ça nous a obligés, et ça nous oblige tous aujourd'hui à concevoir la santé humaine en adoptant une approche beaucoup plus globale qui prenne en compte les liens avec la santé animale et les incidences des transformations de notre environnement. Nous poursuivons ici une ambition commune, vitale, la santé de tous, durablement, et nos modes de consommation et de production actuels sont une composante de ce plus vaste enjeu de la santé pour tous. En conclusion, je voudrais citer le programme Arts et Sciences de l'Institut Pasteur qui est soutenu par la Fondation Daniel et Nina Carasso, qui s'appelle Organoïdes. Je ne vais pas développer ce programme, juste le principe de base qui est de faire se rencontrer des scientifiques de l'Institut Pasteur et des artistes contemporains afin de susciter un dialogue entre eux qui est source d'inspiration, de création et, on l'espère, d'innovation. Ce programme est en cours, de nombreuses rencontres ont déjà eu lieu depuis 2 ans, des œuvres ont été produites et nous donnerons plus de visibilité à la réalisation de ces œuvres à partir de l'année prochaine. C'est pour moi et pour nous, je pense, avec les responsables de la Fondation, une belle illustration de l'intérêt du dialogue entre les disciplines et plus largement entre des mondes différents et du potentiel de créativité et d'innovation que ce dialogue peut porter. Je vous souhaite le même succès et la même créativité pour vos travaux aujourd'hui et au-delà à partir des idées et des pistes que vous aurez pu identifier. Merci à tous, merci à la Fondation et très bon colloque.